Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième épisode solo avec moi, Laurie Raphaël, pour ceux et celles qui écoutent pour la première fois. Cet épisode que j'ai décidé de vous faire parce que c'est le fun des fois d'avoir des épisodes un peu plus courts, puis avec ma mère, peu importe à quel point on essaie, on peut pas les faire plus courts, on jase ben trop les deux ensemble, c'est impossible. Fait que c'est ça, on trouve ça le fun d'avoir quelques formats d'épisodes différents. Fait qu'aujourd'hui, c'est que moi et j'ai un feeling que beaucoup de gens vont être contents du sujet de l'épisode parce qu'on parle d'obsession envers une autre personne ou de sentiments très très forts pour quelqu'un, soit qui n'a pas les mêmes sentiments réciproques envers nous, soit pour quelqu'un qui nous a laissés, soit pour quelqu'un qu'on sait logiquement qu'il ou elle n'est pas un bon match pour nous, qui n'est pas compatible avec nous. Puis si on en parle, c'est parce que on est humain, puis on a des émotions qui sont pas toujours logiques, qui peuvent être difficiles à vivre, qui peuvent être intenses, puis on peut se faire juger par nos amis, par notre famille, d'avoir ces sentiments-là qui sont durs à contrôler, même si on sait que cette personne-là n'est pas nécessairement la personne pour nous, puis etc., puis etc. Fait que souvent, on se sent seul à vivre ça. Vous n'êtes pas seul à vivre ça, que vous ayez vécu ça avant, que vous allez le vivre dans le futur, que vous le vivez présentement, peu importe, ça va être vraiment intéressant comme épisode. Puis vous le savez, moi, mon but, notre but en fait dans le podcast, c'est de vous transmettre de l'information pour que vous puissiez faire vos propres choix de façon éclairée et selon ce qui est mieux pour vous, pour votre situation, pour votre vie. Fait que c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous expliquer ce qui se passe dans votre cerveau concrètement quand on est obsédé par quelqu'un, qui soit bon pour nous ou non. Et je vais répondre à des questions que j'ai reçues sur Instagram par rapport à ça et évidemment, je vais vous coacher là-dedans pour vous détacher, puis si vous voulez passer à autre chose, puis je vais essayer de vous aider à naviguer tout ça. Alors voilà, on y va! Bon, j'ai vraiment hâte de rentrer dans le vif du sujet, mais juste avant, c'est l'heure de l'avis de la semaine. Fait que le gagnant cette semaine, c'est la gagnante plutôt, c'est Isa.belle, donc Isabelle, j'imagine. Je vous lis son avis. Alors, vous êtes devenue ma référence en psychologie de la relation amoureuse et du développement personnel. Vous tombez à point dans un moment de ma vie où il me fait du bien de vous écouter. Grâce à vous, je porte mes réflexions encore plus loin et vous m'aidez à prendre des décisions éclairées. Bravo et bon succès à ce duo mère-fille. Oh, je suis full souriante en lisant ça, ça me fait tellement plaisir. Fait que Isabelle, écris-nous, tu peux nous écrire sur la page Elle Thrive sur Facebook, tu peux écrire sur Instagram, Elle Thrive Podcast, peu importe en fait, comme je disais la dernière fois, le moyen que tu veux. Fait que tu gagnes la possibilité de nous écrire n'importe quelle question de ton choix sur n'importe quelle situation que tu vis, une situation où tu aimerais notre avis, nos conseils, nos références, peu importe, puis on va te faire une petite vidéo personnalisée pour te répondre. C'est vraiment cool. Fait que vous pouvez aussi, à ceux que c'est la première fois qui écoutent le podcast, aller nous laisser un avis sur Apple Podcasts. Puis, vous allez pouvoir entrer automatiquement dans le concours. On en choisit un par semaine qui peut gagner. Voilà pour ça. Un autre petit message aussi, on a eu quelques commentaires dans les derniers épisodes par rapport au son du podcast, comme quoi c'est pas assez fort, puis que vous devez vraiment mettre votre volume au max pour nous entendre. Je fais un test aujourd'hui, je l'ai monté, en tout cas, de mon côté, ça a l'air mieux. Gênez-vous pas à m'écrire si c'est mieux ou pas. En tout cas, surtout si c'est pas mieux, j'aimerais ça le savoir. Mais pour ceux et celles qui avaient de la misère dans les derniers, là, je serais vraiment curieuse de savoir. J'espère que ça va être mieux. En tout cas, ça a l'air. Bon, sans plus tarder, on y va dans l'épisode d'aujourd'hui. Cet épisode-là, j'ai décidé d'en faire une version longue, dans le fond, parce que j'ai fait une vidéo sur TikTok et Instagram qui, en tout, est rendue à plus de 400 000 vues. OK, c'est quand même fou. Puis, j'expliquais un peu le chemin, le reward, le pathway, dans le fond, le chemin de la dopamine, de la récompense dans le cerveau quand on est
obsédé par quelqu'un qui nous donne juste des petites miettes d'attention ou des breadcrumbs, comme j'ai expliqué dans un des derniers épisodes sur les termes, les 6 pièges émotionnels à éviter. C'est comme ça que l'épisode s'appelait. Fait que c'est ça. Fait que j'expliquais ce processus-là, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, puis je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont cliqué sur ce qui se passait pour eux, puis pourquoi ils se sentaient comme ça. J'ai tellement eu de questions, j'ai tellement eu de feedback de gens qui étaient contents d'être tombés là-dessus, que je me suis dit, parce que là, c'est une vidéo d'1 minute, là, on s'entend, là, tu sais, il y a quand même une... je peux vraiment pas aller dans les détails en 1 minute sur ces plateformes-là. Fait que je me suis dit, OK, ça vaut vraiment la peine d'aller plus en profondeur sur le sujet dans un épisode de podcast. Parce que même si on sait que quelqu'un n'est pas bon pour nous, que ce soit par ses comportements toxiques, son mode de vie qui est vraiment pas compatible au nôtre, ses valeurs qui sont différentes, la distance, où on est rendu dans la vie, peu importe. On le sait, on a beau le savoir, des fois c'est très difficile tu sais, on a comme l'impression qu'il y a la tête puis le cœur, puis notre cœur capote sur cette personne-là, puis veut donc être avec. Puis t'as voyons. T'as ta tête, oui, ça faisait beaucoup de thé. T'as ta tête qui te dit, ben voyons, pourquoi tu ressens ça? Tu vois bien que ça n'a pas de bon sens. Il te traite même pas bien. Il retourne même pas tes appels. Peu importe c'est quoi qui se passe avec cette personne-là. Puis là, t'as tes amis, t'as ta famille qui peuvent juger ça aussi. Fait que on a beau savoir tout ça, des fois des émotions, on les contrôle pas, puis on peut être très, très, très dur envers nous-mêmes. Puis si vous commencez à me connaître, vous savez que mon but, c'est souvent de vous rendre plus doux envers vous-même, puis de vous faire prendre conscience que votre système nerveux agit pour vous protéger selon ce qu'il connaît, puis qu'il y a des étapes à entreprendre, puis il y a des façons de se détacher, de faire les choix conscients, de faire les choix qui sont bons pour nous malgré ce qu'on ressent. Puis c'est vers ça qu'on s'en va aujourd'hui. Fait que c'était d'ailleurs, ben justement, avec la vidéo que j'ai faite, j'avais commencé à expliquer un peu ce qui se passait dans le cerveau. Fait que je vais commencer par ça. On va y aller plus en détail, plus en profondeur. Fait que la question, je pense que c'était littéralement la première question que j'avais reçue sur Instagram, parce que je fais des stories, dans le fond, je ne l'ai pas dit. Avant chaque épisode de podcast, je vais faire une story, admettons, puis je vais dire « prochain épisode là-dessus. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Ça va me faire plaisir de répondre pendant l'épisode. » Fait que ça, si ça vous tente de poser des questions pour les prochains épisodes, allez suivre sur Instagram. Mon compte s'appelle Laurie Raphaël, tout collé, LAURIE-RAPHAE-LLLE. OK, mon nom s'écrit pas L-L-L-E, mais l'autre normal était déjà pris, fait qu'il y a 3 L à la fin. Mais en tout cas, vous devriez tomber dessus assez facilement sur Instagram. C'est sur Instagram que je fais ça. Puis en plus, sur TikTok, il faut faire attention parce qu'il y a il y a quelqu'un qui a pris exactement le même nom que moi avec les mêmes vidéos, puis qui va parler aux gens, mais c'est pas moi, OK? Ce n'est pas moi, c'est ma photo, c'est mon nom, ce n'est pas moi. Bon, ça c'est clarifié. Fait que la question, je reviens à ma question. La question, c'est littéralement, pourquoi sommes-nous obsédés par des gens qui nous rejettent? Puis moi, personnellement, je vais ajouter des gens qui veulent pas la même chose que nous, dans le fond, tu sais. Fait que je vais commencer par dire que c'est pas de l'amour, parce que ça va de soi. Je pense qu'il y a un certain pouvoir qui peut venir de cette première réalisation-là, si tu ressens ça, de réaliser premièrement que ce n'est pas de l'amour, parce que l'amour, c'est une action, c'est quelque chose qui se développe dans une relation mutuelle avec quelqu'un qui nous a prouvé qu'il était capable de répondre à nos besoins, de nous faire sentir en sécurité, de nous supporter quand ça va bien, quand ça va mal. Alors non, c'est vraiment pas de l'amour, c'est une forme d'obsession, n'ayons pas peur des mots, hein? Je juge, puis en passant, je ne juge absolument personne ici, parce que si vous avez écouté l'épisode sur mon ancien style d'attachement anxieux, mon autre épisode solo, vous savez que j'ai vécu ça moi aussi et pas à moitié, je sais très bien c'est quoi, de capoter sur quelqu'un que tu sais qui est pas compatible pour toi, puis qui est pas bon pour toi, pardon. Mais qu'est-ce qui provoque ce sentiment d'avoir besoin de cette personne-là dans notre vie, de craver littéralement son texto, son attention, son like sur notre photo, sur notre story qu'on a posté parce qu'on se trouvait cute puis on voulait absolument qu'il la voie. Oui, je sais que vous faites ça, OK? Je le sais très bien. J'ai été dans vos souliers.
Fait à la base, ce qui est important de comprendre, c'est que notre cerveau sécrète de la dopamine, et qui est l'hormone du bonheur ou le feel-good hormone en anglais, hormone, oui, dans certaines situations. Mais ce que peu de gens savent, c'est que la dopamine, ce qui est vraiment intéressant, c'est que la dopamine est sécrétée dans l'anticipation d'une récompense. Par exemple, je vais sécréter plus de dopamine en sachant que je viens de booker mon voyage dans le sud pour dans un mois que quand je vais être vraiment en voyage. C'est fou, là. C'est fait que la dopamine, c'est dans l'attente de la réponse. Il va en avoir aussi quand tu vas être les deux pieds dans le sable. On s'entend, tu vas en sécréter de la dopamine, tu vas être bien. Mais c'est très, très fort dans l'anticipation, le avant la récompense. Puis si vous avez écouté l'épisode sur la perte de poids, petite parenthèse, vous savez que mon mets préféré est la fondue au fromage, que c'est une histoire d'amour inconditionnel entre moi et la fondue au fromage. Je suis très consciente que ce repas représente une dose de dopamine intense pour mon cerveau, OK? Mais quand je vais en manger le soir, je suis excitée toute la journée. Puis c'est merveilleux de savoir que je vais manger ça quand les enfants vont être couchés, que je vais être tranquille avec mon Netflix puis ma fondue. C'est comme un niveau de bonheur inégalé pour moi, OK? Puis oui, j'en mange tout seul, j'attends pas après personne pour me faire plaisir, en passant. Petite référence à l'épisode sur le célibat, je n'attends pas après personne pour faire les choses que j'ai envie de faire. Puis quand le soir, je suis rendue à ma fondue, puis à mon émission, c'est le fun, là, je suis contente, là, c'est vraiment bon, puis c'est vraiment le fun, là. Mais le sentiment de bonheur puis d'anticipation il était plus intense juste avant. Tu sais, juste avant d'être rendu là, tu sais, ça build up toute la journée. Puis le rendu là, tu sais, c'est le fun, mais le avant est vraiment intense, en sachant que ça s'en vient. Fait que, en revenons à nos moutons, si on prend cette notion-là, puis qu'on l'applique à nos relations, c'est la même chose. Tu l'auras compris, la personne qui te fait sécréter le plus de dopamine, c'est celle qui te garde dans l'anticipation de la récompense avec de l'attention sporadique, des breadcrumbs, comme j'ai dit tantôt, des petites miettes d'attention, des petites miettes de pain pour que tu crèves de faim, mais que tu meurs pas. Qu'on appelle... Là, c'est dur à comprendre si vous n'avez pas écouté l'épisode sur les pièges émotionnels, allez l'écouter pour comprendre comme il faut ce terme-là, mais c'est ça. Fait que c'est quelqu'un qui te donne juste des petits moments de connexion qui font que tu anticipes toujours la suite, puis que tu as toujours hâte d'avoir ta récompense d'après et d'après et d'après. C'est pas stable, en fait. Puis, c'est cette incertitude, cette inconstance, cette improbabilité qui te garde dans un cycle de récompense partielle, en fait, exactement comme quelqu'un qui gamble, qui joue son argent au casino. C'est l'anticipation de la récompense du potentiel prix qui, ici, est l'attention ou l'amour de cette personne-là, qui est indisponible, qui est dur à avoir, qui fait que quelqu'un ne sera pas capable de retirer son argent pour être sûr de ne pas en perdre. Il y a des gens qui deviennent accros à ces patterns-là, puis, ben, nous aussi, on peut devenir littéralement accros à l'attente de notre prochaine récompense. Pense-y, quand il te texte ou qu'il te dit « Hey, qu'est-ce que tu fais à 2 heures du matin? Comment tu te sens, toi? » C'est même pas des papillons, c'est des feux d'artifice, comme je disais dans la vidéo, que tu ressens dans toi. Pense-y comme il faut, c'est addictif, tu le sais. Le petit, quand ton cœur se met à battre puis à sauter de joie en dedans, là, à cause que tu vois son nom sur ton téléphone, là, ça, c'est pas, tu sais, quand ça fait 2 ans que tu es en couple, tu n'as plus cette réaction-là. C'est la réaction du début, c'est la joie intensifiée par toutes ces hormones-là puis ces chemicals-là, tu sais, la chimie du cerveau. C'est comme si tu étais high. T'arrêtes pas de sourire, tu te sens vraiment choisi, puis ton système nerveux, il se sent comme enfin en sécurité, tu sais, vraiment choisi. Fait que c'est sûr que plus ce moment-là est rare, plus ton cerveau va le craver puis va avoir hâte. Fait que quand il se retire de plus en plus, il étant l'autre personne, quand l'autre personne se retire de plus en plus, ben ça rend la récompense de plus en plus rare, puis tu te sens de plus en plus obsédé pour revivre ces feux d'artifice-là, puis cet apaisement-là, cette euphorie de « OK, il me donne l'attention », ce sentiment-là,
ben c'est sûr que c'est tellement le fun, ton système nerveux va chercher à reproduire ça et reproduire, c'est sûr. Fait que les pensées obsessives, ça vient de cette imprévisibilité-là. C'est ça qui fait qu'on se crée plein de scénarios dans notre tête puis qu'on peut développer une sorte d'obsession. C'est pas la personne prévisible, saine, claire dans ses intentions qui va te faire ressentir ça. Malheureusement ou heureusement, parce que la définition d'une relation saine, c'est aussi de pas vivre toujours des méga highs et des méga lows, des hauts et des bas super intenses comme des montagnes russes d'émotions. Fait que c'est vraiment important à ce point-ci, maintenant, de se rendre compte que, dans le fond, ça n'a rien à voir avec l'autre personne. Hein? Selon ce que je viens de dire, pense-y comme il faut. Peut-être que cette personne-là, tu l'apprécies même pas, en fait. Peut-être que si tu regardes ça logiquement, peut-être qu'il est arrogant, peut-être qu'il boit trop, peut-être qu'il est toujours sur le party, peut-être que toi, tu veux bâtir une famille, peut-être que toi, t'es rendu à settle down. Tu sais, pense vraiment à sa personnalité, où il est rendu dans la vie avec ta logique, puis je parierais que vous êtes vraiment pas si compatibles que ça. Fait que ça n'a rien à voir avec lui, très fort probablement, et tout à voir avec toi et avec le fait que ton cerveau crave son attention pour se sentir en sécurité et validé. Puis aussi, mettons qu'on revient à la base. Qu'est-ce qui fait qu'on est attiré par quelqu'un? T'sais, on trouve quelqu'un beau, qu'est-ce qui se passe quand on trouve quelqu'un de notre goût? De la dopamine dans notre cerveau. On a également des changements au niveau de la sérotonine puis de la norépinéphrine. Fait que c'est toutes des hormones qui créent une espèce de high, de bien-être. C'est tout ce qui fait en fait qu'on voudrait ressentir ça. Fait que comme la dopamine, comme la drogue peut faire effet sur la dopamine, c'est ça qui fait qu'on va toujours aller en chercher plus. Mais l'attirance au début qui fait sentir toutes ces belles hormones-là, ben ça tu sais, on le contrôle pas. Je veux dire, on fait pas le choix d'être attiré vers quelqu'un. Il y a la base de l'attirance qui est physique, qui est biologique. Tu sais, c'est basé sur plein d'autres choses qu'on pourrait discuter dans un autre épisode, mais à la base, t'es attiré vers quelqu'un, c'est pas nécessairement un choix conscient que tu fais. Fait que là, ça sert à rien de se dire « Ah, je devrais pas être attiré, je devrais pas le trouver cute, tu sais, même si je peux pas être avec lui. » Ça, c'est très normal, tout le monde a des attirances comme ça. Après ça, ce qui est dans notre contrôle, comme je disais, c'est le choix. Fait que le choix est dans ton contrôle. Fait que là, tu vas choisir de pas agir là-dessus si c'est quelqu'un avec qui tu peux pas être. Puis c'est de ça que je parle dans cet épisode-ci, que je vous donne des trucs sur comment agir consciemment là-dessus. Mais si on revient à la science, parce que je trouve ça vraiment, vraiment intéressant, je veux absolument vous parler d'une étude qui a été faite par Dr. Lucy Brown, fait qu'une neuroscientifique et professeure en neurologie au Einstein College of Medicine in New York. Fait que c'est pas n'importe qui, OK? En tout cas, une chercheure en neurologie qui a fait une expérience, une recherche avec des gens. Ils leur ont fait passer un questionnaire, ils ont mesuré comme leur niveau de à quel point ils étaient en amour. Puis mettons que ces gens-là tombaient dans la catégorie très, 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 très en amour, OK? Ils ont même wildly in love, qui ont dit, vraiment en amour, qui ont scoré le plus haut dans le questionnaire. Fait qu'ils ont pris ces gens-là et ils ont regardé leur cerveau avec un fMRI, qu'on appelle, un appareil pour aller regarder les ondes activées dans le cerveau. Fait qu'ils ont trouvé que quand ces gens-là se faisaient montrer une photo de leur partenaire amoureux, les gens expérimentaient une activation de la partie du cerveau plutôt qui s'appelle le VTA. Là, je m'excuse, j'ai pas fait mes devoirs de traduction. C'est le Midbrain's Ventral Tegmental Area. Ah, ça me revient, c'est l'aire tegmentale ventrale. Puis ça, c'est la partie du cerveau qui connecte les besoins de base comme boire quand on a soif puis manger quand on a faim. Fait que ce que ça montre, c'est que des fois, tu sais, on pense à l'amour comme étant si complexe puis tu sais,
réfléchi, puis tu sais, tout ça, puis comme une grosse affaire, mais ce que le cerveau dit, c'est que sa partie qui est activée, c'est la même partie qui drive nos besoins de base. Comme l'amour, c'est un besoin de base. Dans le fond, c'est ça que ça nous dit. Fait que c'est sûr que quand quelqu'un nous fait ressentir cette attirance-là, je vous parle de cette étude-là parce que, encore pour se déculpabiliser, dans le sens que si quelqu'un nous fait sentir cette attirance de fou-là, puis qu'on a tout ce rush d'hormones, ben quand on revient au fait que l'amour, c'est un besoin de base, on peut comprendre pourquoi notre cerveau va nous driver, va nous pousser à penser à cette personne-là puis à aller vers elle le plus possible. Tant qu'on n'en a pas conscience, je parle. Mais tu sais, inconsciemment, pourquoi on va tant se mettre à penser à cette personne-là? Ben, la partie qui est active dans le cerveau, c'est la même partie que celle des besoins de base. Fait que c'est sûr que c'est comme quand on a soif, notre cerveau va nous orienter vers OK, il faut que je trouve de l'eau. Où est-ce que je vais prendre un verre d'eau? Comment je vais faire? T'sais. Souvent, c'est très accessible, là, mais je veux dire, c'est la même chose. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir ça concrètement comme ça. Puis aussi, un autre trouvaille dans cette étude-là que j'ai trouvé super intéressante, c'est que, comme je disais, c'est vraiment le circuit de la récompense qui est activé avec l'amour, avec ces débuts de relations si intenses. C'est le circuit de la récompense, comme j'avais parlé dans la vidéo sur Instagram et TikTok. Puis aussi, en fait, on a parlé du rush de dopamine qui fait qu'on veut recommencer, puis recommencer, puis recommencer. Mais ce que je trouve très intéressant à noter, puis que j'ai trouvé dans cette étude-là, c'est que nos niveaux de sérotonine baissent. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est que la sérotonine, c'est une hormone qui est vraiment clé pour réguler les pensées anxiogènes, les pensées intrusives, puis réguler l'appétit. Fait que là, vous voyez où je m'en vais avec ça. Ça veut dire que des niveaux bas de sérotonine sont très communs dans ceux, par exemple, qui ont des troubles anxieux, des troubles obsessifs compulsifs. Fait que ça explique très bien pourquoi les gens, dans des débuts de relation ou des stades du début, en fait, d'attirance envers quelqu'un, peuvent devenir obsédés avec des petits détails comme passer des heures à penser à un texto, à penser à l'autre, à ce qu'il fait, à ce qu'il pense de ce qu'on a dit, de ce qu'on a fait, à comment il a interprété ça. Parce que si les niveaux de sérotonine baissent, ben l'anxiété puis l'obsession peut augmenter, tu sais. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis tu sais, je remets toujours les choses en perspective. Vous savez, c'est une étude, ça n'a pas été fait sur beaucoup de gens. C'est pas nécessairement une vérité pour tout le monde dans tous les cas, mais c'est ce qu'ils ont trouvé. Ils ont eu des résultats qui démontraient ce changement-là au niveau du cerveau. C'est super intéressant. Puis après ça, on avait une carte avec toutes les régions du cerveau qui sont activées justement, concrètement, qui s'allument quand ils voyaient ou ils pensaient à la personne avec qui ils étaient en amour, dans le fond, leur partenaire amoureux. Après ça, évidemment, il y a des gens qui seront plus susceptibles que d'autres à développer ce genre de faux amour d'idéalisation de quelqu'un d'autre qui ne veut pas s'investir autant qu'eux. Bon, vous voyez peut-être où je m'en vais avec ça. Évidemment, quelqu'un qui aurait un style d'attachement plutôt anxieux, qui a tendance à se sentir en sécurité émotionnelle seulement quand ils sont sûrs à 100% d'être choisis, ben quelqu'un comme ça va peut-être s'accrocher à ce genre de personne qui répond absolument pas à leurs besoins de relations sérieuses et engagées à long terme, parce que si on retourne à la base, si on n'a pas fait le travail sur soi pour prendre conscience de nos patterns puis d'où ils viennent, ben vous savez sûrement qu'on a tendance à être attiré vers la personne qui va nous rappeler une situation dysfonctionnelle, malsaine ou même traumatisante qu'on a vécue dans l'enfance. Puis là, quand je parle de ça, souvent on s'imagine avoir eu des gros traumas puis tout ça, mais vraiment pas nécessairement. Pour un enfant, le simple fait que papa travaille à l'extérieur la majorité du temps pourrait mener à une anxiété face à l'abandon. Comme je dis souvent, oui, c'est jamais blanc ou noir. Puis il n'y a jamais juste
un facteur en psycho qui amène à un résultat. Mais c'est juste pour dire que des fois, il y a des choses qui se sont passées dans notre enfance puis on réalise pas que ça pourrait avoir un impact parce que ça a l'air normal ou banal ou normalisé dans notre culture, mais ça peut en avoir des très profonds quand même. Par exemple, juste parce que je pense qu'il y a des gens qui vont s'identifier à mon exemple puis mon histoire, quand j'ai commencé à apprendre sur l'attachement, j'étais au cégep, dans mes cours de psycho, puis je me disais, bon, OK, ben clairement, OK, je tends vers l'attachement anxieux, c'est évident, mais je comprenais pas d'où ça venait. Parce que j'ai eu une mère présente, à l'écoute, bienveillante, tout ça, tu sais. Puis à ce moment-là, je me souviens d'avoir demandé à ma professeure de cégep, OK, mais si j'ai eu une mère super sécurisante puis un père absent, est-ce que ça peut avoir joué dans le développement d'un attachement anxieux? Puis sa réponse à elle, ça a été que normalement, si un parent est sécurisant et présent, ça ne devrait pas nécessairement mener à une anxiété d'abandon. Si, tu sais, elle voulait dire, s'il y en a un des deux qui est là, tu devrais avoir un attachement sécuritaire, tu sais, sécurisant d'un coup, vu que tu en as un. Tu n'as pas besoin d'avoir les deux nécessairement. Fast forward à mon bac en psycho, à mon travail sur moi-même, à mes innombrables, je le sais pas, mais en tout cas, à mes innombrables recherches sur le sujet, à tout ce qu'on continue d'apprendre dans des nouvelles recherches sur le sujet année après année, était dans le champ, OK? Puis c'est pas ma prof de cégep, je parle. Puis c'est pas contre elle, là. Je veux dire, comme j'ai dit, on apprend tout le temps sur ce sujet-là, puis ça arrête pas de se développer. Puis tu sais, en tout cas, dans mon cas à moi, d'avoir un parent sécurisant et présent 100% du temps et un autre parent in and out de ma vie, inconstant, incapable d'être un parent adéquat, qui répond aux besoins de son enfant émotionnel, physique, tout ça, c'est exactement ça qui peut mener à un état de grande confusion pour un petit enfant qui comprend pas que son papa a ses propres difficultés personnelles puis que ça n'a rien à voir avec elle. Ce que ça montre pour un enfant, c'est en fait l'amour est incompréhensible, je comprends pas. Les deux disent qu'ils m'aiment, mais le montrent complètement de façon opposée. Quelqu'un peut t'aimer en étant inconstant, imprévisible, pas présent. Fait que tout ça pour dire que des fois, on se dit « Ah, mon enfance était bien correct. » Moi aussi, là, j'étais dans les meilleures écoles privées, de la garderie jusqu'au cégep, OK? J'ai voyagé, j'ai jamais vécu d'abus physique, de violence verbale, rien de ça. Pourtant, j'aurais pu être le poster child de l'attachement anxieux quand j'étais plus jeune. Heureusement, j'ai fait le travail, c'est vraiment plus mon cas. Mais, tu sais, tout ça pour dire, je comprends, puis encore une fois, soyez pas trop dur envers vous-même, puis il y a personne qui est fou ou folle d'avoir ces sentiments-là pour quelqu'un. Tu sais, on est tous humains, on a tous des émotions. Après ça, moi, comme je disais, mon but, c'est de vous faire prendre conscience de ce qui cause ça, pour que même si c'est ça que vous ressentez à la surface, que vous soyez capable de puiser dans ce que vous voulez vraiment, puis d'agir sur ce qui correspond à vos buts au lieu de seulement ce que vous ressentez temporairement, en fait. Fait que j'ai fait un petit détour juste pour vous rappeler d'être doux, puis c'est la première étape, en fait. Je pense que je le dis dans tous les épisodes. Il y a une raison pourquoi tu ressens ça. Non, t'es pas brisé, t'es pas... c'est pas que tu te... Tu sais, souvent on entend « Ah, elle se respecte pas », tout ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça. OK? Quelqu'un qui est pas conscient de tout ça ne peut pas vraiment agir autrement. On est tous portés à suivre notre cœur dans des situations comme ça jusqu'à temps qu'on voit à quel point ça peut être influencé par des choses qu'on n'avait aucune idée, en fait. Fait qu'en tout cas... hopefully, en espérant que ça soit plus clair avec mes explications tout au long de l'épisode. Fait que, comme je disais, non, c'est pas juste un problème d'attachement anxieux non plus. Tout le monde pourrait ressentir ça pour quelqu'un de toxique ou de mauvais pour eux dans leur vie selon les épreuves qu'on a actuellement, selon notre niveau de vulnérabilité dans cette période de notre vie, selon plein d'affaires, OK? Comme je disais, le noir ou blanc, nous... ça fait pas vraiment partie de ce qu'on va vous transmettre. Il y a tellement de facteurs qui peuvent influencer quelqu'un, d'épreuves, de situations, de contexte, d'environnement. C'est juste...
il y a trop de choses. Fait que jamais je vais vous dire c'est exactement ça, puis fais ci, puis fais ça. Chacun doit trouver ce qui marche le mieux pour lui. Et c'est ça. Fait que j'ai fait mon détour vers ma propre histoire, puis là, je réalise que j'ai amené cet exemple-là pour dire que c'est ça. Si je suis pas consciente de mes patterns, puis que je continue d'être attirée, puis de vouloir gagner l'amour et l'attention du gars qui me rappelle mon père dans une tentative de contrôler la situation comme si ça allait effacer toute la douleur du passé, parce que oui, c'est ça qui se passe souvent, hein? C'est sûr que je suis attirée vers des gens mauvais pour moi si j'en ai pas pris conscience encore. Puis ben, ce gars-là, que mon système nerveux a choisi simplement parce qu'il lui rappelle une souffrance familière, parce que le système nerveux veut nous garder dans ce qu'on connaît. Fait qu'il se dit « Oups, c'est plus facile de rester dans quelque chose qui fait mal, mais qui est familier, que d'aller dans quelque chose de nouveau qu'on n'a aucune idée de ce qui va arriver. C'est trop dangereux. » Ironiquement, tu sais. Fait que c'est ça. Le gars qui est emotionally unavailable, comme l'était l'un de mes deux parents ou comme mes deux parents pour certaines personnes, c'est sûr qu'il n'est pas capable de répondre à mes besoins comme je voudrais puis de s'engager dans quelque chose de sérieux. Il n'est pas disponible émotionnellement, il n'a pas cette capacité-là. Sauf que toi, cette personne-là, comme je disais à un moment donné, ton cerveau a comme décidé que tu n'étais pas en sécurité tant que tu n'avais pas son approbation ou son amour, sa validation à lui. Sauf que le cerveau, ce qu'il faut qu'il réalise, c'est qu'on ne date pas nos parents. Puis c'est comme s'il n'avait pas compris encore ça des fois. Fait qu'il faut lui rappeler si c'est difficile. Puis on me demande souvent une genre de recette miracle pour arrêter d'avoir des sentiments pour telle personne, arrêter de sentir ça, pour arrêter d'être insécure, pour oublier quelqu'un, peu importe, mais il n'y en a pas. Ben en fait, il y en a une, mais elle ne fonctionne pas instantanément, puis c'est de la pratique, c'est gérer ses émotions quand elles viennent, c'est de l'autorégulation, c'est de challenger ses propres pensées, ça je suis vraiment forte là-dessus. Puis là, je parle de personnes toxiques, tu sais, quand on est attiré vers quelqu'un qu'on sait qui est vraiment pas bon pour nous, mais ça peut être aussi quelqu'un de super bien, mais qui a pas de sentiments réciproques, puis tu décroches pas, ou, tu sais, ils n'ont pas besoin d'être toxiques, mais pose-toi la question, quand je dis challenger ses propres pensées, c'est, penses-tu vraiment que ta personne, à toi, serait quelqu'un qui te choisit pas en retour? Non, impossible. Par définition, ta personne avec qui tu devrais être va te choisir en retour. Si elle ne te choisit pas, c'est pas la personne pour toi. Point final. Ce qu'on cherche pour la majorité d'entre nous, en tout cas si vous écoutez le podcast, c'est une relation saine et sérieuse. Fait qu'on s'entend que la partie la plus importante là-dedans, la base de la base, ce serait que cette personne-là te choisisse en retour pour développer tout ça. Si il ou elle te choisit même pas ou est pas sûr, puis est chaud ou froid, puis il te dit qu'il veut pas de relation sérieuse, mais il veut continuer à te voir, c'est pas ta personne. Je répète une dernière fois pour être sûre, ta personne, ton prochain chum, ta prochaine blonde avec qui tu vas partager la relation de tes rêves, va te choisir en retour et veut le même genre de relation que toi. Un exemple de quoi ça pourrait ressembler aussi, de se challenger, c'est, mettons, ton dialogue interne avec toi-même, ça serait « Ok, là, j'espère tellement qu'il va me texter, puis qu'il va me proposer de me voir, je suis pas capable de me concentrer au travail, je pense juste à lui. » Tu sais, je sais, tout le monde a déjà ressenti ça, je pense. Wow, tu sais. Respire, ok. Là, tu vas te dire « Ok, je vois que mon système nerveux est pas du tout dans le moment présent. Il pense juste à avoir son petit fixe d'attention. Qu'est-ce que j'aime tant de lui? Le feeling qu'il me fait ressentir, oui, ok, la chimie physique. En quoi est-ce que ça fait de lui un bon partenaire amoureux? Où est-ce que j'ai appris que j'étais en sécurité juste si quelqu'un d'autre me choisissait? Ok, dans mon enfance, il est arrivé telle chose, ça pourrait être ça, ok. Alors, est-ce que ces pensées, cette obsession est basée sur la réalité de qui cette personne est? Ou si je me suis fait une illusion ou une idée de qui la personne est parce que le scénario que je me suis créé est vraiment, vraiment beaucoup mieux que la réalité, que la personne qui est vraiment. Puis je suis pas prête à admettre que mon scénario ne correspond pas à la réalité. Fait que, dépendamment de votre situation, c'est tout ça que tu peux faire. Tu as une pensée par rapport à lui. OK, pourquoi? D'où ça vient cette croyance-là? Est-ce que c'est vrai?
Est-ce que c'est la réalité que j'ai besoin de son approbation pour me prouver que je suis désirable ou belle ou intéressante ou peu importe? Non, c'est pas vrai. Quelle preuve que j'ai pour me faire croire autrement? Ben, j'ai telle preuve. Puis surtout, tu peux te ramener à, c'est quoi mon but, moi, en ce moment? D'avoir une relation sérieuse? De bâtir une famille? D'avoir quelqu'un qui partageait mon quotidien dans une relation saine? Quelqu'un qui me rassure, qui répond à mes besoins émotionnels, qui me supporte, quelqu'un sur qui je peux compter? C'est ça que je veux. Est-ce que la personne dont je crave l'attention en ce moment représente ça pour moi ou pourrait représenter ça pour moi dans un futur proche? Probablement que non. Si tes pensées sont obsédées de même, c'est parce qu'ils sont basés sur l'imprévisibilité et l'inconstance, comme j'ai dit plus haut. Puis, là, tu continues. C'est pas ma job de le changer. Oh là là, surtout pas. Puis aussi, comme je disais au début, s'il veut pas les mêmes choses par définition, c'est pas la bonne personne. Après ça, nos émotions sont humaines, sont normales, faut se donner le droit de les vivre sans se taper sur la tête. Sauf qu'une fois qu'on s'est validé dans nos émotions, puis qu'on s'est dit « Ok, oui, tu ressens telle chose, ça fait pas toi quelqu'un de brisé ou de désespéré », ben après ça, il faut faire le choix conscient. Puis ce choix-là, c'est est-ce que j'agis sur mes feelings, sur mes émotions, sur mes cravings, ou sur les cravings, je dois rajouter mené par la dopamine et les hormones et le chase et la chimie, ou sur les buts que j'ai et ce que je veux dans ma vie, ce que je veux vivre, ce que je veux partager avec quelqu'un. Puis c'est là que tu as un choix important à faire à toutes les fois que tu as le goût de le contacter ou de dire oui, ok, je vais aller chez vous quand tu sais très bien qu'il veut rien de sérieux puis que toi, oui. Des fois, il faut agir selon nos buts et ce qu'on veut dans le futur plutôt que sur nos pensées puis nos émotions. Puis oui, c'est inconfortable, ok? Puis oui, c'est pas le fun de sentir qu'on veut donc bien qu'ils nous écrivent. Puis oui, il faut apprendre à rester dans l'inconfort un peu. Mais ça va passer. Puis à force de pratiquer, c'est de plus en plus facile. Les pensées et les émotions sont incontrôlables en quelque sorte. Ils viennent de notre inconscient, de nos petits ou gros traumas, de plein de choses hors de notre contrôle, mais les choix sont de ton contrôle, par exemple. Puis, une chose est sûre, tant que tu regardes ces réseaux sociaux puis que tu continues de répondre, d'aller le voir, ou même de l'avoir, même si tu ne cherches pas activement, si tu le gardes dans tes amis puis tu vois ces choses dans ton fil d'actualité puis peu importe, ben jamais tu vas passer à autre chose. Tu sais, tu t'aides pas. Fait qu'une fois que ton choix est fait, faut aussi mettre les moyens en place pour te faciliter ça, puis enlever ces rappels-là constants ou les choses qui pourraient te faire repenser à lui ou à elle, évidemment. Fait que, tu sais, je pense que tout le monde qui est dans cette situation-là, il y a un choix à faire. Si ton choix, c'est de passer à autre chose, puis de mettre ton énergie sur d'autres choses, sur aimer plus ta propre vie à toi, investir dans des activités, dans des amis, sortir ailleurs, aller rencontrer d'autres personnes, ben c'est un choix qu'il faut que tu fasses, puis en même temps, il faut que tu te donnes tous les moyens pour y arriver, que tu mets toutes les chances de ton bord. Moi, comme j'ai déjà parlé dans l'épisode de la rupture également, c'est sûr que pour moi, le meilleur choix, si on peut, c'est de bloquer quelqu'un qu'on sait qui est pas bon pour nous puis avec qui il n'y aura jamais le futur qu'on veut puis qu'on mérite. Peu importe ce qu'on ressent, c'est des choix qui sont un peu inévitables si on veut passer à d'autres choses. Puis en même temps, ça, j'ai déjà entendu ça puis ça m'avait marqué, c'est que le sentiment, tu sais, mettons, tu te dis je pourrais jamais faire ça, jamais je vais pouvoir le bloquer, je suis pas capable. En fait, on aurait tendance à penser qu'il faut se sentir prêt pour faire quelque chose puis arrêter d'avoir des émotions avant de faire l'action de couper les ponts. Mais non, c'est l'inverse. Il faut couper les ponts, il faut agir, puis la confiance en nous, puis en nos choix, puis le bien-être, il vient après
l'action. Fait que c'est pas, je peux pas le bloquer, je le sens pas, je suis pas capable, c'est, je vais bloquer et après ça, je vais me sentir mieux. Puis ça, c'est vrai, puis ça, on en a parlé justement dans l'épisode de la rupture, puis j'ai même des gens qui m'ont écrit, écoute, c'est tellement ça, je l'ai fait, j'ai bloqué, puis après ça, j'étais tellement, mais tellement soulagée. Puis c'est vrai, ça c'est vraiment, en tout cas, ça c'est vrai. Fait que ça, c'est un truc que je veux vous donner, de pas nécessairement attendre de sentir ce que vous devriez ressentir, entre guillemets, pour couper les ponts, puis juste le faire, puis que le sentiment d'apaisement va venir après. Après ça, ça m'amène à quelques autres questions que j'ai reçues sur Instagram. J'ai répondu à pas mal de questions que j'ai eues pendant ce monologue que je viens de faire, mais il en reste quelques-unes. Fait que, comment se détacher quand c'est le père de son enfant et qu'on est divorcé? Et j'ai reçu aussi se détacher de quelqu'un que l'on voit souvent sur son lieu de travail. Fait que pour moi, c'est deux personnes avec qui c'est impossible de couper physiquement tous les liens. C'est des très bonnes questions. C'est vraiment pas facile comme situation. C'est pas comme si tu pouvais bloquer puis passer à autre chose, mais c'est sûr que tu peux quand même limiter vraiment au maximum les interactions puis les laisser centrer, par exemple, autour des enfants le plus possible ou autour de la job ou des tâches à faire. Mais ça revient un peu à ce que je disais avant. Je connais pas les circonstances du divorce, mais si ça a été son choix à lui de divorcer et qu'il a choisi ça, ben il faut un peu changer sa perspective à la réalité. C'est-à-dire, ça peut pas être ta personne s'il a pas choisi d'être avec toi. Par contre, c'est normal d'avoir de la peine, c'est normal d'avoir un deuil à faire, puis les émotions plates, la tristesse, la colère, il faut les vivre. C'est un point vraiment important qu'on a tendance à oublier quand on cherche des quick fixes partout, qu'on veut donc aller mieux, puis juste passer par-dessus, puis s'en sauver, mais on est humain, c'est ce qui nous rend humains, puis c'est normal. Une fois qu'on s'est laissé vivre l'émotion, ben après ça, il faut faire un choix de passer à d'autres choses, de pratiquer des activités qu'on n'aurait pas pu faire avec cette personne-là, de faire des nouveaux sports, des nouveaux passe-temps, des choses qui nous rendent excités puis auxquelles on a hâte. Donc voilà, je pense que ça fait le tour, mais je pense qu'en général aussi, tout ce qu'on dit dans l'épisode peut vraiment aider par rapport à ces situations-là. Une autre question que j'ai eue, la fameuse obsession de l'autre lors d'une rupture, la difficulté de passer à autre chose. C'est pas vraiment une question, finalement, c'est plus une affirmation. Mais si l'épisode d'aujourd'hui est pas assez, je te conseille vraiment l'épisode qui s'intitule « La rupture, comment passer à autre chose ». Scroll un peu plus bas là, sur la page de l'émission puis pour le trouver. Puis celui-là, il avait reçu des tonnes de merveilleux commentaires. Puis c'est un de nos épisodes qui a été le plus écouté. Ça avait aidé vraiment beaucoup de gens. Fait que je te le conseille vraiment. Je pense que c'est l'épisode à écouter pour tous ceux qui sont là-dedans. Ensuite, comment décrocher de mon obsession de cet homme qui m'ignore? Je pense que j'ai pas mal répondu aussi, mais quelqu'un qui t'ignore, tu sais, clairement, le besoin de conquérir quelqu'un qui t'ignore vient probablement de plus loin dans ta vie ou dans ton enfance. Fait qu'il y a des questions à se poser là-dessus, oui, mais après ça, aussi, il faut se ramener à ce qu'on veut, à la réalité de c'est qui cette personne pour vrai. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut dans notre vie? Quelqu'un qui nous ignore, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire de toi que cette personne-là t'ignore? Parce que là, c'est comme si ta valeur personnelle était attachée à son approbation à lui. Fait que quand il te donne l'attention, tu te sens validé probablement, puis ça te confirme que tu mérites son attention, puis t'es assez. Puis quand il t'ignore, ben ce que tu veux, c'est reconquérir son attention parce que ça va venir valider, tu sais, ce que ta propre vision de toi-même, dans le fond, ou te donner plus d'estime, mais ça, il n'y a personne d'autre que toi qui devrait avoir ce pouvoir-là sur comment tu te sens par rapport à toi-même et ta propre valeur. Fait que qu'est-ce que ça veut dire de toi que cette personne-là t'ignore? Où est-ce que tu as appris que tu devais prouver ta valeur à des gens qui t'ignorent?
puis que c'était à toi de changer leur perspective ou leur volonté d'être avec toi. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de belles pistes de réflexion là-dedans et dans cet épisode en général. Pour des conseils plus personnalisés, vous savez, vous pouvez m'écrire une question sur mon Stan Store que je vais mettre dans les liens, dans la description, ainsi que toutes les sources que j'utilise pour cet épisode-là. Fait que vous pouvez me poser une question personnalisée, je vous réponds par rapport à votre situation personnelle en vidéo, je vous l'envoie directement, ou il y a encore les séances de coaching avec moi que vous pouvez toujours céduler en séance privée, en 1-à-1, en ligne. Fait que tout ça, c'est disponible sur mon Stan Store. Alors voilà, j'ai l'impression de vous avoir bombardé d'informations. Là, j'espère que ça a été clair. J'espère que vous avez apprécié. J'espère sincèrement que ça vous a éclairé comme épisode. Mon but, c'était de vous laisser avec des pistes de réflexion, que vous trouviez vos propres réponses selon votre propre situation, vos propres expériences passées et votre propre vision de votre relation idéale et de votre futur. N'oubliez pas de partager à vos amis, famille, collègues, peu importe qui ça pourrait intéresser, puis de nous laisser un avis sur Apple Podcasts avec un petit 5 étoiles si vous pensez qu'on le mérite, évidemment, pour entrer dans notre concours, puis nous poser n'importe quelle question. Prenez soin de vous, soyez doux et douces envers vous-même. Rappelez-vous que les pensées, ce ne sont que des pensées, que c'est vos actions que vous pouvez contrôler, même si c'est difficile. On se recentre sur ses objectifs. Vous allez trouver tout ce que vous voulez. Je le sais que vous pouvez le faire. Fait que à la semaine prochaine. Merci pour ce beau cœur à cœur. J'ai l'impression que c'était super intime. C'était vraiment le fun. Et passez une superbe semaine.